Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Emmanuel. Bonjour Angélique. Alors Emmanuel Ploton, merci d'être parmi nous pour l'AFRC fait son show. Tu travailles pour Orange France dans la direction Pro PME en tant que directeur sur le périmètre de l'expérience client. Alors, le buzzer te permet de piocher une question pro ou perso, quelquefois piquante, mais toujours bienveillante. Si tu es prêt, c'est à toi de jouer. Alors, on buzz, vas-y. C'est parti. On lance. Première question, mon cher Emmanuel. Quels conseils, meilleures pratiques, méthodes, outils, donc c'est vaste, donnerais-tu pour insuffler la culture client dans tous les services de l'entreprise? Alors, la culture client, on va dire que c'est le point de départ, le démarrage de ce qui va faire une bonne expérience client. C'est le préambule à une expérience remarquable. Alors, en termes de conseils, je crois, pour dire au démarrage, qu'il faut cette démarche, il faut qu'elle soit sincère. Il faut qu'elle soit honnête et qu'elle vienne bien de la direction générale. Il y a ce signal fort qui vient du top-down, mais il y a également des messages qui doivent venir du terrain. Alors je vais un petit peu plus le développer. La stratégie, il faut qu'elle soit en phase avec cette culture client. Donc je pense que la première chose à faire, c'est qu'un comité de direction, un patron d'entreprise annonce que la culture client, à travers l'amélioration de l'expérience client, devient une priorité stratégique. Il faut qu'il donne du sens, il faut qu'il explique pourquoi aujourd'hui il est important de se différencier en matière d'expérience client. Et puis, il y a tout un tas de choses à décliner. Je pense, une fois qu'on a expliqué la stratégie, il faut que ça se traduise par un indicateur. Alors, dans les indicateurs, il y a plein de possibilités, il y a plein de KPI, comme on dit. On peut suivre un Delta-Sat, on peut suivre des notes étoiles, on peut suivre des avis clients également, ou plus traditionnellement un NPS, le NPS, puisqu'en fait c'est le benchmark qui permet de se comparer interactivité et puis même au-delà des frontières. Donc, insuffler la culture client, on parle de la stratégie, on y met un indicateur qu'on veut suivre. Bien entendu, cet indicateur, il faut y donner une valeur, un objectif, un chiffre. Et puis, je crois aussi qu'il faut y mettre des moyens. Il ne suffit pas de dire que je veux, moi, insuffler la culture client. Il faut y mettre des moyens et une organisation. Et ça a tout le rôle d'un patron et d'un comité de direction, d'organiser son entreprise autour de la culture client. Alors, la culture client, c'est quoi finalement en quelques mots? C'est faire en sorte que toute l'entreprise soit tournée vers le client, là encore de façon complètement sincère et honnête. Donc une fois qu'on a défini, je dirais, l'ensemble de cette stratégie, intéressant de regarder côté opérationnel, côté salarié, comment les embarquer dans cette culture. On ne pourra pas avancer si on n'arrive pas à les fédérer autour de ça et leur donner les arguments pour qu'ils comprennent dans le sens où il faut aller. Plusieurs conseils, peut-être de la formation. Qu'est-ce que la culture client? Qu'est-ce que l'expérience client? On peut démarrer par des notions à partager sur ce qui fait une bonne ou une moins bonne expérience client. Autre chose, de la méthodologie pour créer des groupes de travail qui, à partir des constats du terrain, des irritants, des dysfonctionnements, vont être travaillés par les opérationnels. Qui mieux aujourd'hui qu'une personne proche du terrain, proche du client, est à même de détecter ce qui va mal et bien entendu, bien souvent, trouver lui-même des solutions. Donc d'un point de vue terrain, je pense qu'il est important de donner une liberté, que l'opérationnel prenne une partie du pouvoir et soit acteur de ces changements, de cette amélioration, de cette mise en place de la culture client. Donc c'est des feedbacks qui remontent et puis finalement ça redescend avec un plan d'action opérationnel. Alors exactement, du feedback, des constats, la fameuse boucle d'amélioration, je détecte, j'identifie, j'écoute la voix du client, bien entendu, parce que tout ça passe aussi par la voix du client, le sondage,
pour ensuite aboutir à un phénomène virtueux qui part de la direction, qui passe par les collaborateurs, et ainsi de suite, où tout le monde est embarqué. Alors ça, c'est la partie un petit peu stratégique, le maillage de l'entreprise. Je rajouterais en conseil ou meilleures pratiques des choses qu'on a pu mettre en place chez Orange. Il y a deux choses. Il faut cadencer cette culture client. Il faut en parler régulièrement. Donc, à l'occasion des grands événements de l'entreprise. Donc, il faut la faire vivre tout le temps, finalement. Il faut en parler, la rythmer pour communiquer. Qu'est-ce que j'ai bien réussi dans ma progression? Qu'est-ce que nous avons moins bien réussi? Voilà, il faut en parler. Et puis, il faut aussi, tu parlais d'animation. L'animation, c'est autour d'événements. Donc, qu'est-ce que nous avons en place? Par exemple, des trophées Excellence Client. Trophée Excellence Client, c'est mettre en valeur des initiatives, individuelles ou de groupe, dans des régions ou au niveau national, qui permettent d'améliorer concrètement l'expérience des clients. Et donc, c'est des trophées avec des récompenses honorifiques. C'est valorisant. Voilà, c'est valorisant. On est à la FRC, donc je pense aussi à de la valorisation vis-à-vis de l'externe, les palmes. Voilà. Bien sûr. Quoi de mieux de challenger des équipes internes pour se dire, finalement, si on se compare à des projets dans d'autres entreprises, dans d'autres groupes, comment on se positionne? Donc, par exemple, on a porté un projet l'année dernière autour des palmes. Et puis, ce que j'aime bien faire également, c'est inviter des personnalités qui sont reconnues pour leur expérience client, leur expertise, exactement, les inviter à venir témoigner dans un secteur d'activité qui n'est pas le leur. Donc, un autre secteur d'activité vient témoigner dans le monde des télécommunications de la façon dont ils vivent, ils portent et ils acculturent leur entreprise. Il y a toujours une richesse de partage d'expériences intéressante à faire. Voilà, bien, merci beaucoup. Mes conseils et astuces. Voilà, plein de conseils, de bonnes pratiques. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que tu es prêt pour une deuxième question? Le buzz t'attend. C'est parti. Allez, go. Alors, que te réserve le buzzer? Les nouvelles tendances marché, les nouvelles attentes des consommateurs, la proximité, le Made in France, est-ce important pour toi? Alors, beaucoup de points. Je vais démarrer par les tendances. Un petit exercice de prospective. Les tendances du marché, les nouvelles attentes des consommateurs. Je crois qu'en cette matière, il n'y a pas de révolution, il y a des évolutions. Le consommateur, tout le monde s'accorde à dire qu'il est exigeant et de plus en plus. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour s'accorder à cette progression d'exigence chez Orange côté professionnel? On part des fondamentaux, de ce qui a bien fonctionné, et puis on regarde là où l'exigence a augmenté. Alors, je vais être concret en prenant... on se met dans la peau d'un client professionnel, on chausse les fameuses lunettes du client, et qu'est-ce qu'il nous dit le client? Il nous dit « mon temps est précieux ». Un professionnel, il court toujours après le temps. Donc, mon temps est précieux, on y répond comment pour répondre à cette attente? On y répond avec une mobilisation autour des délais de réponse sur les différents canaux, que ce soit en physique, en boutique ou à distance, faire en sorte que le client attende le moins possible. Il nous dit également je souhaite que mon interlocuteur m'apporte la réponse la première fois. Voilà. Donc, on travaille autour de ça, sur la réitération, le fameux first call resolution, pour que l'effort ne soit pas porté par le client professionnel, mais que l'effort soit porté par l'entreprise qui se charge de faciliter la vie du client. La troisième attente sur laquelle on travaille de la voix du client, c'est « je souhaite une relation personnalisée ». Je suis un client, pas un numéro parmi tous les clients, je suis un client. Et donc là, tout notre enjeu est de reconnaître sa valeur de client unique, de lui apporter par des mots, des attitudes, des postures, la confirmation qu'il est vraiment important, qu'on est content, qu'on souhaite que la fidélité soit longue avec nous. Et donc tout ça crée un liant autour de la marque et du client. Donc voilà les trois attentes que nous travaillons. Alors, il y a des tendances aussi côté marché. Je vais plutôt aborder les canaux. Sur les canaux, on a deux grands comportements. Alors, je vais être un petit peu caricatural, mais
On a le tout digital, le client qui va consommer beaucoup de digital. Absolument. Donc, les attentes et les enjeux, là, c'est d'augmenter, de développer tous les services qui sont autour du digital, et surtout sur la partie smartphone, puisque nos clients professionnels sont des nomades, hein, ils emportent leur bureau avec eux, donc c'est plutôt du digital, mais sur la partie smartphone. Et puis, vous avez investi, par exemple, certains canaux digitaux. Voilà, je ne veux pas citer certaines messageries instantanées, mais parce que vous êtes présent comment en digital, sur les points de contact? On est sur la partie site internet, smartphone, on développe beaucoup de choses. On est sur les canaux du chat, des réseaux sociaux, du téléphone et de la boutique. D'accord. Voilà. Et du coup, sur la partie téléphone, je reviens à mon client qui n'est pas digital, mais qui est un petit peu plus traditionnel. Finalement, on se rend compte que le téléphone est un canal qui, même s'il perd un petit peu de part de marché, reste extrêmement important. Et une partie de nos clients privilégie ce canal plus traditionnel pour nous contacter. Et donc, dans les attentes, on doit bien servir le super digital, entre guillemets, le client plus traditionnel. Il est multiple, il est varié. Je lisais encore une étude récemment. Les Français, ils sont 85% à vouloir choisir leur canal de contact. Voilà. Donc on ne peut pas leur imposer, heureusement. Et lorsqu'ils choisissent un canal, c'est souvent pas un, mais 4 canaux qu'ils utilisent. Et donc ça nous oblige, pour répondre à ces attentes, à être finalement omnicanal, évidemment. Donc c'est facile à dire, très complexe dans la réalité à le mettre en place. Et à offrir une qualité de service identique, quel que soit le canal, que ce soit un canal synchrone, asynchrone, chaud ou froid. Voilà tout l'enjeu auquel nous devons répondre côté Orange professionnel. Oui, ce qui n'est pas toujours très simple, hein, pour l'entreprise de pouvoir anticiper les usages et répondre au bon moment, là où le consommateur a choisi d'être. Donc on sait que c'est sportif dans nos métiers. Sportif. Sur la proximité, alors on joue toujours la carte de la proximité avec à peu près 500 boutiques qui sont présentes sur le territoire. C'est là encore une réponse à certains clients qui ont besoin de se déplacer ou qui viennent chercher du matériel physique. Hein. On n'est pas dans le monde du virtuel non plus. Et je terminerai, Angélique, sur la partie Made in France. Oui, c'est important. L'entreprise a une responsabilité dans la société, dans la cité, hein, pour créer des emplois et développer. Alors là, le bémol, c'est que certains business sont plus faciles à réaliser en France. Certains business ne le permettent pas parce qu'il faut développer une certaine valeur pour avoir l'ensemble de ses collaborateurs en France. Et lorsqu'on est sur des activités, par exemple, d'assistance technique 24/7... Oui, en termes d'immédiateté, pour répondre aux besoins du consommateur, d'avoir une réponse rapide et tout le temps. Oui, la France est parfois un peu plus complexe que l'étranger. Bien sûr. Bon, à titre personnel, moi, je suis un partisan du Made in France, du consommer en France, quand c'est possible, bien entendu, et à travers ça, du circuit court dans le domaine du possible, notamment alimentaire, consommation, etc. Très bien. Voilà, eh bien, écoute, on relance le buzz. Tu peux te lâcher pour ce 3e buzz. Fais ce qu'il te plaît. Merci. Une question IA. Quels sont les grands enjeux de l'intelligence artificielle générative, l'IA-Gen ? Alors, on continue un peu dans la prospective, hein, dans les tendances. Bon, après l'intelligence artificielle générative, bon, tout le monde s'accorde à dire que c'est une révolution. On ne sait plus où donner la tête tellement il y a d'initiatives dans tous les secteurs d'activité, quels que soient les use cases. C'est une myriade de domaines du possible. D'opportunités, oui. Et d'opportunités. Donc, bon, comme toute nouvelle technologie, il y a l'emballement et puis après il y a la raison. Donc, il faut regarder quels cas d'usage sont les plus intéressants. Mais c'est indéniable, l'expérience client va en profiter. Avant de parler des bénéfices, sur les enjeux, je détecte quand même des enjeux qui sont des points de vigilance, 2 enjeux de points de vigilance autour de l'intelligence artificielle. Un, tout ce qui concerne la sécurisation des données. Voilà, on sait que les Français, tout consommateur est attentif à ce qui est fait de ces données personnelles, comment elles circulent sur la planète. Et donc, c'est un point de vigilance extrêmement important quand on donne à manger, entre guillemets, des informations aux différents moteurs d'intelligence artificielle,
où est-ce qu'il se promène. Voilà, ça c'est le premier point, la sécurité. Le deuxième, il y a des enjeux dont on parle autour de la RSE. On sait que ces outils sont très consommateurs d'énergie. Bon, ça va s'arranger, ça va être de moins en moins consommateur, fort heureusement. Et puis, il y a un aspect aussi dans le RSE sociétal. Ça amène des changements d'emploi. Voilà. Et donc, il y a un sujet autour, j'accompagne mes collaborateurs qui pourraient être touchés par ces sujets, je les accompagne par des formations pour qu'ils... pour évoluer dans l'organisation. Voilà mes 2 points de vigilance, sécurité et puis toute la partie RSE. Accompagnement. Bon, après, soyons clairs, les bénéfices sont extrêmement importants. On peut déjà démarrer par les bénéfices côté client. Bien souvent, il utilise déjà l'IA ou l'IA générative sans le savoir, donc c'est quand même bon signe, c'est qu'on est arrivé à dans ses parcours clients, l'intégrer de façon extrêmement fluide, les chatbots, les différentes réponses et l'information. Donc, pour le client, il a plus rapidement l'information, certainement de meilleure qualité, elle va arriver plus personnalisée, et donc tout ça, c'est des bénéfices extrêmement importants pour le consommateur. L'autre enjeu, il y a l'autre facette, c'est côté conseiller, côté collaborateur. Il voit son métier transformé. On parle souvent de tâches à faible valeur ajoutée qui vont être prises en charge par tous ces outils. On parle du RPA, on parle tout ce qui est reconnaissance des documents, OCR. Tout ça fait que les métiers avec peu de valeur ajoutée vont devoir faire autre chose. Je pense que c'est quand même une bonne... C'est quand même sympa. C'est-à-dire qu'effectivement, on va éviter les tâches répétitives. Exactement. Est-ce qu'on va être augmenté, par exemple? Si on est conseiller chez Orange Pro, est-ce qu'on va être augmenté par les outils? Le fameux conseiller augmenté. On le recherche, on l'attend, on l'espère. C'est-à-dire qu'avant, le fameux conseiller augmenté, il ressemblait plutôt à mon collègue. Je tapais sur l'épaule pour lui demander une question, à un expert que je sollicitais, voire le manager en dernier ressort, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois apporter au client. Tout ça va être porté par le fameux conseiller augmenté, le super ami qui, à travers une base de connaissances, un chatbot, je vais lui poser ma question et je vais avoir une réponse beaucoup plus performante et validée. Voilà. Oui, donc, parce qu'il y aura toute cette masse de data qui va être absorbée et retranscrite. Voilà. Des bénéfices donc côté client, côté conseiller bien entendu. Et puis, pensons aussi au manager, cet échelon intermédiaire au sens très, très valorisant du terme, qui est essentiel. Le manager, lui aussi, va avoir des bénéfices autour de l'IA générative. J'ai vu des expériences récentes autour de ces fameuses grilles d'évaluation, alors qu'on soit sur des grilles d'évaluation qualité téléphone ou de l'écrit. C'était souvent un temps administratif assez lourd pour le manager. Demain, l'IA générative va pouvoir lui sortir à travers le speech analytique, l'analyse des plans d'action tout prêts, à lui de les analyser, de mettre sa dernière touche finale, et puis de les proposer pour accompagner ses collaborateurs. Donc c'est du temps... Oui, sur les entretiens annuels d'évaluation, le bilan de compétences, les suivis. C'est du temps qui va pouvoir porter vers l'humain, vers le coaching, les soft skills, travailler les soft skills de ses collaborateurs. Donc le manager d'aujourd'hui est un coach demain, finalement. Le vrai coach terrain comme on l'aime en réalité. Voilà, exactement. Il va retrouver toute sa finalité de valoriser l'humain. Donc en synthèse sur l'enjeu, au-delà des petits points de précaution, oui, on a une réactivité plus importante, on a une personnalisation dans la relation plus forte. Je ne parle pas de tous les parcours marketing qui vont permettre d'être plus précis, d'être plus proactif. Et puis on a surtout le renouveau peut-être de l'humain qui va devoir équilibrer entre digital et humain, trouver sa bonne place à travers cette fameuse symétrie entre le client et le conseiller. Voilà, tout ça amène des perspectives extrêmement intéressantes pour demain. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps pour une dernière question. Oui. Tu buzzes, tu joues encore ? Toujours, allez, la dernière, c'est go, parti. On y va. Quelle est la dernière application téléchargée sur ton smartphone ? Tiens, alors, une IA, pas une IA ? 2 réponses. Une IA, Copilot. Copilot. Copilot, pour l'avoir sur soi et puis tester, s'approprier tout ce qu'on vient de se dire. Il s'agit
Alors, très brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas Copilot, de quoi il s'agit? Alors, Copilot, c'est un outil accessible librement, qu'on peut charger sur le smartphone, d'intelligence artificielle, pour générer, qui répond à des questions, qui peut générer des images. Voilà, c'est l'intelligence artificielle dans sa poche. Voilà, une IA embarquée. Exactement. Donc, tu joues avec ça oui. depuis quelques temps. Et j'ai une deuxième, une application autour. Alors, j'ai longtemps hésité, mais j'ai chargé une application pour le sport, voilà, pour avoir des statistiques, etc. Pourquoi? C'est que chez Orange Pro, on a lancé récemment un challenge dans le cadre des Jeux Olympiques. Et donc, cette application qui semble quelque chose d'individuel nous a permis de jouer en collectif à distance et d'avoir un challenge en groupe. C'était à la fois ludique, gamification. On s'est vraiment beaucoup amusé dans un esprit JO et aussi associatif autour de tout ça. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel de t'être prêté au jeu du buzz. Moi, je vais essayer de me prêter à la conclusion qui va pas être simple parce que c'était très riche comme échange. Donc, d'une part, en matière de culture client, bien c'est important et en tous les cas, c'est comme ça que vous l'insufflez chez Orange. C'est incarné par une équipe dirigeante pour mieux faire vivre effectivement cette promesse de service. C'est aussi une mesure via des indicateurs, donc pour que ce soit tangible, partagé et transformé en plan d'action. C'est une IA générative avec 2 points de vigilance, donc l'éthique liée à la donnée, et on pourrait parler aussi de cybersécurité, puisque tu as dit qu'elle se baladait partout, avec un champ des possibles assez important, donc beaucoup d'opportunités. Et puis également, on a parlé de souveraineté, donc quelque chose qui est très cher, mais on sait que nos modèles ont besoin de flexibilité et de souplesse également, pour des clients qui ont des attentes. Et donc, tu as évoqué l'ère de l'immédiateté et de la personnalisation qui, justement, oblige nos entreprises parfois à être joignables 24/24, 7 jours sur 7. Donc, en tous les cas, un très, très grand merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Angélique.